Exercice numéro 2 du TD numéro 6. Donc on a un producteur dont on connaît la fonction de production, qui est fournie par l'énoncé, et dans laquelle nous avons du travail L et du capital K qui vont servir à réaliser une production nommée Q. Les facteurs de production sont achetés sur un marché de concurrence pure et parfaite, et les prix de ces facteurs de production sont W et R. Nous allons faire une analyse d'abord à court terme, et puis ensuite à long terme. Alors à court terme, on va donc figer la valeur d'un des deux facteurs de production, en général le capital, puisqu'on estime qu'il est plus rapide de faire évoluer le travail que le capital. Donc ici, on sait que le capital est égal à 16. Plusieurs questions nous demandent d'exprimer la demande de travail de court terme en fonction des quantités produites, de déduire la fonction de coût, et donc on va faire une étude du coût moyen, du coût marginal. Une fois qu'on aura fait ça, on réfléchira au prix de vente, on partira du prix de vente pour déterminer les quantités à produire pour que le profit soit maximum. Question suivante, on va s'interroger sur l'évolution du volume de production lorsqu'il y a une variation du prix et lorsqu'il y a une variation du coût du travail, W. On cherchera ensuite à établir réellement la valeur de cette quantité produite sous un certain nombre de données. Ici, on va figer un certain nombre de valeurs pour R, W et P. Et puis le dernier point, c'est qu'on étudiera les seuils de rentabilité et de fermeture de l'entreprise. À long terme, deuxième partie, on va s'interroger sur la quantité Q qui nous permettrait finalement d'optimiser la gestion de notre entreprise. Donc dans un premier temps, on va chercher les demandes conditionnelles de facteurs. De ces demandes conditionnelles, on va pouvoir déduire la fonction de coût et on pourrait alors là étudier le coût moyen et le coût marginal, le tout à long terme. Première partie, première question, nous sommes donc à court terme. Alors, à court terme, on peut réécrire notre fonction de production en remplaçant K par sa valeur 16. Donc on connaît la valeur du capital à cette période-là. Alors ici, ce qu'on peut faire, c'est simplifier un petit peu l'écriture. Donc 16 exposant 1 quart, ça fait 2. Donc du coup, on se retrouve avec 2 fois 3, 6, L exposant 1 quart. On isole L, ce qui nous fait Q sur 6 exposant 4. Donc ça, c'est notre fonction de production de court terme. Cette fonction de production, nous allons l'utiliser pour établir le coût de court terme. Alors le coût, c'est la somme de tout ce qu'on a dépensé pour le travail, plus tout ce qu'on a dépensé pour le capital. La dépense pour le capital, elle est connue en fait, puisqu'on sait qu'on a 16 unités de capital et que le coût du capital par unité, c'est R. Donc 16 R représente notre dépense en capital. Pour le coût du travail, eh bien on sait qu'une unité de travail coûte W, et la quantité de travail qui va être utilisée, nous venons de la déterminer ici, donc je réintègre L étoile ici dans cette écriture. Je cherche à écrire ça de manière un petit peu plus jolie ou fonctionnelle pour la suite, notamment en faisant apparaître Q, puisqu'on va me demander de calculer le coût marginal et le coût moyen, et donc il va falloir que je dérive par rapport à Q et que je divise par Q, donc je cherche juste dans l'écriture ici à mettre en évidence Q. Donc ici on obtient Q exposant 4, W sur 6 exposant 4. Le coût moyen est donc égal au coût divisé par les quantités. Donc le coût, on vient de l'établir ici, on divise par les quantités, donc on obtient Q exposant 3, W sur 6 exposant 4, plus 16R sur Q. Et le coût marginal va être égal à la dérivée du coût par rapport à Q. Donc ici, on obtient 4Q exposant 3, on dérive le Q exposant 4, ce qui nous donne 4Q exposant 3, et la constante ne bouge pas, W sur 6 exposant 4. On cherche à écrire ça un petit peu mieux, ou en tout cas même chose, à faire apparaître notre paramètre Q, les quantités, pour notre analyse ensuite. Deuxième question, on s'interroge sur le niveau de production à atteindre pour obtenir un profit maximum. Alors ici, pour que le profit soit maximum, il faut vérifier trois conditions. Première condition,
le prix doit être égal au coût marginal. Deuxième condition, on doit être sur la partie croissante du coût marginal. Et enfin, le prix doit être supérieur au coût moyen, qui représentera du coup notre seuil de fermeture. On va donc vérifier ces trois conditions. Alors première condition, le prix est égal au coût marginal. Donc l'idée c'est que le prix moins le coût marginal est égal à 0, et le coût marginal, on l'a calculé précédemment. Donc je remplace le coût marginal par la valeur qu'on a obtenue dans la question précédente. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais chercher à isoler Q de manière à mettre Q, les quantités, en fonction de la variable P, le prix. C'est ce qui est réalisé ici. Donc on avait ici cette écriture-là, j'égalise P et puis cette partie-là de l'écriture. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais chercher à isoler Q au cube. Donc ici, je multiplie par 6 exposant 4 et je divise par 4W. Donc j'obtiens cette écriture-là. Et donc du coup, il faut que je prenne la racine cubique de cette partie d'écriture pour isoler Q et trouver Q étoile. Deuxième condition à vérifier, on va s'assurer que le coût marginal est bien croissant. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est la partie croissante du coût marginal. Donc on va voir s'il y a une condition concernant les quantités sur cette croissance du coût marginal. Pour étudier un sens de fraction, eh bien, il faut tout simplement chercher la dérivée. Donc ici, on va dériver le coût marginal. Donc ici, on va dériver en fait cette partie-là de l'écriture. Donc on va obtenir 3Q carré, et puis ici, on a notre constante qui ne change pas. Donc ça nous fait Q carré, et puis 12W sur 6 exposant 4. Un carré est forcément positif, W est un prix, donc il est forcément positif. Donc l'ensemble de cette écriture est forcément positif. Donc ça signifie que effectivement notre coût marginal est bien croissant, donc il n'y a pas de contrainte particulière sur les quantités, on n'a pas de minimum de quantité à identifier. Troisième et dernière condition, on va s'assurer que le prix est bien supérieur au coût moyen. Si jamais le prix était inférieur au coût moyen, eh bien cela signifierait que l'entreprise vend à perte, et donc évidemment le producteur rationnel ne rentrerait pas dans cette situation. Question 3. On nous interroge sur la manière dont les quantités vont évoluer lorsque le prix ou le coût du facteur travail évolue. Alors les quantités, on les a identifiées ici, on les a calculées dans une question un peu plus tôt, et donc elles s'écrivent sous cette forme. Alors si jamais on a une augmentation du prix de vente de notre produit, donc le prix de vente est symbolisé par P, eh bien on voit que les quantités vont évoluer dans le même sens que P. Si ici le prix augmente, eh bien le ratio, le résultat de ce calcul-là augmentera également. Alors ça paraît plutôt crédible, l'idée c'est de dire que plus le prix est élevé sur un marché, plus la probabilité pour un producteur de couvrir ses frais, ses coûts est important, et donc on peut imaginer qu'effectivement il augmente les quantités produites. On se fait une réflexion du même genre par rapport au coût des facteurs. Donc le coût des facteurs ici c'est W, le coût du facteur travail, et on s'aperçoit qu'ici on divise par ce facteur. Donc plus W sera grand et plus le résultat de ce calcul ici sera faible. Donc en fait plus le coût du travail est important et plus la quantité produite par l'entrepreneur sera faible. Là aussi, ça paraît relativement logique ou correspondre à ce qu'on peut observer dans la réalité. L'augmentation du coût du travail amène une augmentation du coût de production, et cette augmentation du coût de production réduit la probabilité d'être rentable, et donc cela va amener probablement notre producteur à réduire la quantité produite. Question numéro 4. On connaît donc la valeur de W, la valeur de R et puis la valeur de P. Et on nous interroge sur la quantité à l'équilibre. Alors on sait qu'à l'équilibre, le prix sera égal au coût marginal, et le coût marginal, nous l'avons formulé dans une question précédente. Donc je prends la valeur telle qu'on l'avait formulée dans la question précédente et je remplace les données que je connais, à savoir ici W. Donc je remplace W par sa valeur 4, donc j'obtiens 16, et je fais une petite simplification et j'obtiens 1/81e.
L'optimum est donc atteint lorsque le prix est égal au coût marginal, à savoir Q au cube divisé par 81. Et on sait que le prix est égal à 12,35, c'est une donnée de l'énoncé. Donc du coup, on va égaliser cette écriture-là avec 12,35. Donc ici, on isole Q au cube et on obtient 1000,35. On en prend la racine cubique et on trouve 10, quelques éléments après la virgule, mais l'énoncé nous demandait d'arrondir à l'unité la plus proche, donc ça donne Q étoile est égal à 10. Une fois qu'on connaît les quantités, on peut en déduire le profit. Alors, deux méthodologies pour calculer le profit. Première méthodologie, je calcule le profit unitaire, donc le profit par unité vendue, et je multiplie par les quantités que je vais vendre. Donc c'est ce qui est fait ici. Donc ici, j'ai le prix de vente moins le coût unitaire, le coût moyen unitaire. Donc ça va me donner mon profit moyen unitaire, et je multiplie par le nombre d'unités vendues, Q. Donc ici, prix moins coût moyen. Le coût moyen, on l'avait calculé un peu plus tôt. Je remplace toutes les valeurs que je connais, à savoir W, R, et maintenant je connais Q. Donc ici, et je connaissais P, puisqu'il était fourni par l'énoncé, à 12,35. Donc en fait, ici, je connais tous les paramètres, et donc je remplace ici par toutes les valeurs. Donc on fait un petit peu de calcul, et on obtient 108,635. Deuxième méthode pour vérifier, eh bien, le profit, c'est la recette totale moins le coût total. Alors la recette totale, c'est le prix multiplié par les quantités, moins le coût total, la fonction de coût nous était donnée un peu plus haut dans notre exercice. Même chose, on remplace par les informations qu'on connaît, donc on remplace prix et Q, enfin le prix et les quantités par les données qu'on connaît, on remplace R par les éléments qu'on connaît, et on retombe sur 108,635. Question numéro 5, on nous interroge sur le seuil de rentabilité, le seuil de fermeture. Alors pour mémoire, à court terme, ces deux seuils sont différents, et ce qui va rendre ces deux seuils différents, c'est la présence de coûts fixes. S'il n'y a pas de coûts fixes, c'est toujours le cas à long terme, ça peut être le cas à court terme, et s'il n'y a pas de coûts fixes, alors ces deux points sont confondus. Donc ici, on a bien une représentation d'une fonction d'offre, la partie noire là qui est surlignée en noir, et puis on a bien un seuil de fermeture donc qui est ce point-ci. Donc c'est l'idée que le coût marginal à ce point-là est égal au coût variable moyen. Donc lorsqu'on ne couvre même pas ces coûts variables, eh bien on ferme. Il y a une période ici où l'entreprise ne couvre pas la totalité de ses coûts, mais elle couvre la totalité de ses coûts variables plus une partie de ses coûts fixes. Et donc là, on va maintenir notre entreprise ouverte, même si on fait des pertes. Et puis évidemment, l'objectif, c'est de dépasser, en tout cas à court terme, de dépasser ce point-là, qui est notre seuil de rentabilité. Et à ce seuil de rentabilité, on voit que le coût marginal est égal au coût moyen. Autrement dit, ici, le profit est nul, mais on couvre la totalité de nos charges. Si on est à court terme, ce qui est le cas de notre réflexion ici, on peut imaginer qu'on soit sur un point quelque part sur cette partie-là du coût marginal, donc on aura bien un profit positif. Comme on l'a déjà vu dans d'autres exercices, à long terme, on ne peut pas avoir de profit positif, donc forcément, nous serons pile sur ce point. Nous allons donc chercher à établir la valeur de ces deux points. Donc le seuil de rentabilité, c'est le prix pour lequel l'entreprise a un profit nul, et il est atteint lorsque, on l'a vu sur le schéma, le coût moyen et le coût marginal sont identiques. Autre manière de procéder, on peut chercher le minimum du coût moyen. Donc là, c'est les deux méthodologies conviennent. En ce qui me concerne, ici, dans la résolution de cet exercice, j'ai choisi la première méthode, donc j'ai égalisé le coût moyen et le coût marginal. Donc ici, après, on a une petite résolution mathématique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai factorisé Q exposant 3, et puis ici, j'ai géré mes constantes dans ma parenthèse. Et une fois que j'ai obtenu cette écriture-là, eh bien, je vais ici gérer la variable Q qui reste présente ici. Donc je multiplie à droite et à gauche par Q, donc j'obtiens Q exposant 4, qui est égal à l'ensemble de ces paramètres, qui sont des paramètres donc on connaît en partie. Donc on a notamment ici, on reconnaît en partie, on a notamment ici
le coût du capital et le coût du travail. Une fois qu'on a ça, on peut calculer la valeur de Q pour W égale 4 et R égale 1 qui sont les paramètres chiffrés qu'on nous donne dans l'énoncé. Et donc ici on obtient une quantité qui est égale à 6,25 en remplaçant dans cette écriture R et W par leur valeur. On peut donc maintenant déterminer le seuil de rentabilité. Donc ce seuil de rentabilité il est tel que le prix est égal au coût marginal, ou en tout cas on est sur le coût marginal, pour les quantités qu'on vient d'établir. Donc en fait ici je reprends l'écriture de mon coût marginal et je vais remplacer dans ce coût marginal la quantité que je viens d'établir juste auparavant. Et donc cette quantité d'équilibre m'amène à un prix de 3,01. Pour déterminer le seuil de fermeture, deux possibilités, deux modalités d'approche. La première, c'est de dire que le coût marginal est égal au coût variable moyen. Deuxième possibilité, c'est de dire qu'on va chercher le minimum du coût variable moyen. Alors comme dans la première partie de la résolution de cet exercice pour le seuil de rentabilité, j'ai utilisé la première méthodologie, là pour changer, je vais prendre la deuxième méthodologie et donc je vais chercher le minimum du coût variable moyen. Alors le coût moyen, on le connaît d'une question précédente, on l'avait écrit sous cette forme-là. Alors qu'est-ce qu'on observe? On observe que cette partie-là du coût moyen ne dépend pas des quantités produites. Et donc du coup, ça va représenter des coûts fixes. Alors ces coûts fixes, ça peut être des coûts fixes, des coûts irrécupérables. Là, je vous renvoie vers le cours pour l'identification du contenu potentiel de ces coûts. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, 16R divisé par Q, en fait, ne dépend pas des quantités. Alors attention danger, on pourrait se dire oui, mais ici, il y a la variable Q, donc ça dépend des quantités. En fait, ici, on est bien sur un coût moyen, hein, donc on divise par Q pour obtenir la moyenne. Et donc en fait, ce qui représente notre coût, c'est 16R finalement. Hein. Donc c'est 16R divisé par Q parce que c'est un coût moyen. Mais si on prenait le coût, et on n'était plus sur une moyenne, on ne diviserait pas par Q. Donc cette écriture-là peut être piégeuse, on a bien divisé par Q, mais néanmoins, on est bien sur des coûts fixes non proportionnels aux quantités produites. On est sur un coût moyen indépendant des quantités. Donc ça correspond à nos coûts fixes. Ça veut donc dire que la partie variable du coût est représentée par cette partie-là de l'écriture. Et là, on voit bien que plus les quantités produites augmentent, plus le coût, effectivement, va augmenter. Hein, ce qui n'est pas le cas ici, puisqu'on divise par Q. Donc là, plus les quantités augmentent et plus cette partie-là de l'écriture sera proche de 0. Donc nos quantités, notre coût variable est ici. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est le minimum du coût variable. Donc pour obtenir le minimum du coût variable, on va en chercher la dérivée et égaliser ça à 0. Donc ici, la dérivée de cette écriture, c'est Q carré, et puis multiplié par cette fraction qui est en fait une constante, et on l'égalise à 0. Et quand est-ce que ça c'est vrai? Bien lorsque Q est égal à 0. Hein, quelque chose au carré multiplié par une fraction qui donne un résultat positif ne peut être égal à 0 que si Q est égal à 0. Si les quantités sont égales à 0, à ce moment-là, compte tenu de l'écriture du prix, cela signifie que le prix sera également égal à 0. Alors conclusion générale pour cette étude, si le prix est supérieur à 3,01, l'entreprise fait des profits non nuls, des profits positifs, et donc c'est une situation qui est crédible à court terme uniquement. Si le prix est inférieur à 3,01, cela signifie que l'entreprise produit en réalisant des pertes, donc elle n'a pas atteint son seuil de rentabilité. Si le prix est égal à 0, l'entreprise ne produit pas, c'est son seuil de fermeture. Et si le prix dépasse 0, alors à ce moment-là, l'entreprise se met immédiatement à produire, elle vient de dépasser son seuil de fermeture. En conclusion, la fonction d'offre de cette entreprise est donnée par le prix qui est égal au coût marginal pour tout prix. En fait, ici, on est sur R+, donc pour un prix qui est positif ou nul. Si le prix est nul, alors l'entreprise ne produit pas. Si le prix est non nul, l'entreprise produira systématiquement sans contrainte de quantité. Deuxième partie, à long terme, on s'interroge maintenant sur
l'étude de cette fonction avec deux variables, le travail et le capital. Le capital n'est plus fixé comme à court terme. On va donc écrire le programme de notre producteur qui va donc minimiser son budget sous contrainte de quantité. Ici dans l'énoncé, on nous indiquait qu'on souhaitait fabriquer une certaine quantité Q0. Donc le programme s'écrit forcément sous cette forme-là, et pas une maximisation des quantités sous contrainte de budget, auquel cas on nous aurait donné le budget. Pour gagner du temps, je ne fais pas un lagrangien, je pars directement par les conditions d'équilibre qui sont l'égalité entre le TMST et le rapport du prix des facteurs. Pour cela, j'ai besoin de connaître la valeur du TMST qui est établie ici. Donc on a bien K sur L qui est égal à W sur R. Ce que je vais faire pour la partie résolution mathématique, c'est chercher à isoler K. Donc ici, j'isole K, et dans un deuxième temps, ici, je vais également isoler K. Donc là, il me faut une ligne de plus puisque j'avais K exposant un quart, et donc ici, je trouve K. Je vais ensuite égaliser ces deux écritures de la variable K, ce que je fais ici. Je cherche maintenant à isoler L. Alors dans un premier temps, je vais me retrouver avec un L au carré. Donc je prendrai la racine carrée de cette valeur, ici, pour obtenir L. Et une fois que j'ai obtenu L, eh bien, je vais le réinsérer dans K. Donc une fois qu'on a cette écriture de L, eh bien, je réinsère ça dans l'écriture de K. Et donc j'obtiens ceci, qu'il me faut écrire un petit peu mieux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la racine carrée à chacune des composantes de la fraction, ce qui me permet d'obtenir cette écriture-là. Et ça va me permettre en fait de gérer la présence ici d'un R exposant 1,5 et d'un R exposant 1 pour me permettre de simplifier l'écriture. Et donc du coup, j'obtiens la valeur de L étoile et de Q étoile. Une fois que j'ai la valeur de L étoile et de Q étoile, je peux établir le coût associé à cette production. Donc je sais que le coût, c'est la dépense totale en facteur travail plus la dépense totale en facteur capital. Et je connais maintenant L étoile et K étoile puisque je les ai établis à la question précédente. Donc je les réinsère dans cette écriture. Alors il me faut ensuite essayer d'écrire ça un petit peu mieux. Donc même chose, je vais appliquer eh bien, la racine carrée à chacun des membres de des fractions qui sont ici. Et ça va me permettre ici de calculer de manière un petit peu plus propre, entre guillemets, d'écrire de manière un petit peu plus propre ces fractions-là. Ici, on voit qu'on a R et R exposant 1,5. Ici, on a W et W exposant 1,5. Donc cela se simplifie sur ces deux écritures. Et je vois que j'ai en fait les mêmes écritures. Donc ici, R 1,5, W 1,5, Q au carré et 1/9. Donc ça fait deux fois cette écriture-là, donc 2/9 de Q carré, R exposant 1/2, W exposant 1/2. Ceci est le coût total. Une fois qu'on a le coût total, on nous demande de calculer le coût moyen et le coût marginal. Donc le coût moyen, ce sera le coût total divisé par Q. Donc le coût total, on vient d'en trouver la forme dans la question précédente. Donc on divise par Q, on obtient 2/9 Q, R 1/2, W 1/2. Et puis le coût marginal, c'est la dérivée du coût, donc écrit sous cette forme-là, par rapport à Q. Donc ici, on va dériver ça, donc ça nous donne 2Q multiplié par 2/9 R 1/2, W 1/2. Donc on obtient 4/9 Q, R 1/2, W 1/2. Alors on nous demande ensuite de déterminer la fonction d'offre de long terme. Alors il va y avoir plusieurs étapes. La première étape, ça va être de déterminer la quantité qui maximise le profit. Une fois qu'on aura ça, il faudra qu'on détermine également le seuil de rentabilité. Et puis ça nous donnera peut-être une condition en termes de quantité ou de prix en dessous duquel notre entreprise ne produirait pas. Alors on est à long terme. Donc du coup, le seuil de rentabilité et le seuil de fermeture seront identiques. Donc je calcule soit l'un soit l'autre. Et puis je devrais avoir donc une éventuelle contrainte sur les quantités. Pour
maximiser mon profit, il faut que j'écrive le profit. Donc le profit est égal à la recette totale moins le coût total. La recette totale, c'est le prix multiplié par les quantités, moins le coût total, eh bien, je l'ai établi un peu plus haut dans mon exercice. Ce que je cherche, c'est la quantité telle que cette écriture de profit est maximum. Donc je vais chercher la dérivée du profit et je vais l'égaliser à 0. Alors la dérivée du profit, ici on va dériver cette partie-là de l'écriture, il reste donc P, et ici on va dériver cette partie-là par rapport à Q, qui devient donc 2Q, donc on obtient 2/9 2Q, R exposant 1,5 W 1/2, qui est égal à 0. Donc ça serait écrit sous cette forme-là, le prix est égal à 4/9 de Q, R 1/2 W 1/2. Et donc, on va isoler les quantités, puisque c'est ce qu'on cherche. Les quantités s'écrivent donc sous cette forme-là. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que cette quantité calculée avec cette écriture est telle que le profit de l'entrepreneur est maximum. C'est donc évidemment la quantité qui va être choisie par l'entrepreneur. On va maintenant chercher à vérifier s'il y a un seuil de rentabilité non nul. Pour savoir s'il y a un seuil de rentabilité, eh bien, il va falloir qu'on cherche le minimum du coût moyen. Alors ce qu'on sait, c'est l'écriture du coût moyen. Le coût moyen était calculé plutôt un peu plus haut dans l'exercice, et on avait cette écriture-là. Le minimum du coût moyen est obtenu lorsque eh bien, la dérivée de cette donnée est nulle. Donc la dérivée du coût moyen, ici, donne cette écriture-là, et on voit que cette écriture-là est toujours positive pour toute production, sauf si soit R, soit W sont égaux à 0. Bon, un coût du travail égal à 0 ou un coût du capital égal à 0 sont des choses qui mathématiquement fonctionnent, mais économiquement ne fonctionnent pas. Donc ici, on aura un résultat qui va être positif pour toute production. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, eh bien, le coût moyen est minimum pour Q est égal à 0. Lorsque Q est égal à 0, le coût moyen est égal à 0 et donc bien un minimum. À ce stade-là, eh bien, cela signifie que le prix sera égal à 0 et donc en fait le point 0,0 est notre seuil de rentabilité. Autrement dit, on n'a pas de contrainte dans notre fonction d'offre et puis on va produire dès que le prix est positif. Et donc, la fonction d'offre de l'entreprise s'écrit sous cette forme-là, que nous avions établie ici, et elle est valable dès que le prix est non nul. On peut faire une rapide observation de l'écriture de cette fonction d'offre, au-delà du seuil de rentabilité. On voit bien qu'ici, eh bien, c'est une fonction croissante du prix, donc plus le prix de vente sera important et plus les quantités produites par l'entrepreneur vont être importantes. Et à l'inverse, c'est une fonction décroissante de R et de W, autrement dit du coût du travail et du coût du capital. Donc plus le coût du travail et le coût du capital seront importants et moins l'entrepreneur produira.